Matelot, garde à vous! Repos. Aujourd'hui, on va parler des conseils pour bien débuter à Dune Awakening et des pièges à éviter. Ces conseils, vous les trouverez pas ailleurs. Je suis le maréchal Tamas. J'ai plus de 400 heures de jeu déjà sur Dune Awakening. Donc, c'est pas des petits trucs très généralistes qui vont essayer de faire grappiller des machins. Non, non. Je m'adresse aux joueurs chill, je m'adresse aux joueurs casu. Je vais donner un peu mon ressenti sur le jeu, quelques bonnes idées à prendre, quelques lignes directrices à suivre si on veut ne pas trop se faire écraser par le jeu, qui est très difficile en début de partie, et quelques pièges à éviter. Mais c'est pas, ça s'adresse pas aux tryhards, vous ne trouverez pas des petites astuces pour grappiller, ça s'adresse aux joueurs tranquilles, aux joueurs casus. On va commencer par le starter tranquillement. Avant de parler du starter, n'hésitez pas à rejoindre Dune Awakening France, le serveur Discord de la communauté française. 1200 personnes déjà à l'heure où je tourne cette vidéo, beaucoup plus à l'heure où elle sera publiée. C'est le gros serveur. Commençons. Le starter est assez important vu que vous allez choisir votre mentor. Alors les choix de planète n'ont pas vraiment de sens, c'est juste pour avoir une emote. De même avec les choix d'origine, ça permet d'avoir des petits bonus, mais pas grand chose, c'est assez mineur. Maintenant, le choix du mentor, ne vous mettez pas trop de pression là-dessus. Vous choisissez donc soit Bene Gesserit, soit Bantat, soit Swordmaster, soit Trooper. Et je vous conseille de choisir le starter Bene Gesserit, sachant que ça ne définit pas tout votre jeu. C'est pas un système de classe rigide à la World of Warcraft où vous jouez un elfe archer et c'est tout. Non, non, non. Les arbres de compétences, vous pouvez les modifier à votre guise sans aucun problème. Vous pouvez ajouter des classes et faire des compositions mixtes. Par exemple, mon deck de déplacement, quand je me déplace et que je fais du farming, j'ai une compétence Bene Gesserit pour avoir l'hyper sprint, j'ai une compétence de soldat pour avoir le grappin, et j'ai une compétence de planétologiste pour avoir le, la colonne, le suspensor pad, donc moi, ce que j'appelle la colonne de puissance. C'est une colonne antigravité, où en fait ça vous projette dans les airs. Et ça, voilà, c'est une compétence de chaque qui vient de trois mentors différents, et il n'y a pas de problème lié à ça. Pourquoi je vous conseille le starter Bene Gesserit? Pour avoir l'hyper sprint dès le début accessible. L'hyper sprint qui est vraiment un banger au début quand vous n'avez pas de moto. Et même quand vous farmez à pied, c'est quand même pratique de pouvoir courir super vite. Et vous combinez ça avec le grappin, avec la colonne de puissance pour l'escalade, c'est très pratique. Et aussi pour les ceintures anti-gravité qui arrivent dans le jeu assez vite, notamment dans la première zone du jeu, vous avez une ceinture anti-gravité légendaire que vous pouvez trouver assez facilement qui s'appelle les ailes de l'empereur, c'est un plan violet, et ça vous permet de vraiment avoir des déplacements, comme dans l'attaque des titans, ça supprime votre inertie, et vous pouvez vraiment vous déplacer rapidement et facilement. Mais retenez bien que c'est pas forcément. Vous pouvez prendre tout à fait un autre starter et ça sera pas très handicapant dans le jeu. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez pas prendre Bene Gesserit, déjà faites ce qui vous plaît. Faites ce que le lore vous dit. Si vous voulez jouer un personnage roleplay, donc Mantat ou Bene, voilà, vous faites ce que vous voulez. Le Swordmaster peut être intéressant. Pourquoi? Parce que le Swordmaster vous permet d'avoir des compétences de combat très utiles au début du jeu. Et surtout, Bene Gesserit et Swordmaster, ce sont deux entraîneurs que vous trouverez très tard dans le jeu. Quand vous arrivez dans le jeu, dans la première zone, vous avez le soldat qui vous permet donc de faire sa quête et d'avoir les compétences de soldat dès le début. De même, il y a le planétologiste, vous avez les compétences planétologistes dès le début. Donc si vous prenez le soldat, c'est entre guillemets dommage, parce que vous avez des compétences que le soldat vous donne en plus. Donc vous vous coupez pour les premières heures de jeu des potentielles compétences des entraîneurs qui sont plus tard dans le jeu. Par exemple, l'entraîneur Mantat, il est dans la troisième zone du jeu, dans la faille, donc la faille de Haga. Et donc il faut, avant d'y aller, ça dépend à quel point vous rushez, mais vous pouvez passer pas mal de temps avant de le trouver et de faire sa quête. De même, le Swordmaster, il est dans le Shield Wall, donc le mur de bouclier Est, au niveau d'un trade post. Donc il est super loin dans le jeu. De même pour la Bene Gesserit. La Bene Gesserit, elle est au niveau de la base à trade, qui est pareil dans le Shield Wall Est. Donc on est sur le nord de la map, dans les dernières zones du jeu, les zones haut level, tiers aluminium. Donc c'est pas forcément très handicapant, mais sachez que si vous voulez vous faire le deck le plus mixte possible, le plus rapide possible, je vous conseille de prendre donc Bene Gesserit ou Swordmaster. Comme ça, vous avez les bases de ces compétences et vous pouvez ensuite avoir en plus les compétences soldats, les compétences Palaneto. En mid-game, donc ça c'est de leur lit, mais en mid-game, les compétences Mandat. Et en late game, les compétences Swordmaster, Bene Gesserit. Sachant que les entraîneurs sont. Donc il y a plusieurs entraîneurs
par compétence. Et ensuite, les entraîneurs sont dans les capitales, donc Arakin et Arco Village, dans les hôtels de ville si vous préférez, dans les hubs sociaux. Le Mentat, la compétence Mentat peut être assez sympathique vu que vous avez des compétences de poison, des compétences d'explosifs. Et donc ça peut être sympa si vous voulez faire des donjons seul. Vous avez une aide, typiquement le Mentat il a une sentinelle, donc tu arrives, tu poses une tourelle, la tourelle tue les ennemis un peu à ta place, vous avez des armes de poison pour les boucliers. Ça peut être intéressant pour accroître sa puissance de combat. Sachant qu'évidemment, les compétences, vous pouvez les changer constamment. Moi, j'ai un deck de compétences quand je farm, et quand je vais faire un donjon, je change mes compétences pour passer en mode combat, et là, avoir des compétences plus offensives. Le deuxième gros conseil que je vais vous donner, c'est choisir un bon emplacement de base, notamment dans la première base du jeu, dans la première zone du jeu, pardon, parce que la base vous permet, l'emplacement ça fait tout, et si vous êtes loin de tout, ça peut être très compliqué, ça peut être plus chiant. Dans la première zone du jeu, vous avez donc le trade post, la station de test impérial et le vaisseau écrasé qui forment une ligne. Et donc je vous conseille de vous mettre au centre, au niveau de la station écologique impériale, mais pas de vous mettre au pied de la station, de vous mettre plutôt en face, près de la caverne de Mina, parce que parce que en fait, tous les autres joueurs seront au pied de la station de test impériale, donc il y aura des bases partout, ça va être assez insupportable. De même au niveau du trade post, il y aura des bases partout, ce sera insupportable. Mais surtout, quand vous êtes en face, vous êtes proche des outposts, donc des camps ennemis. Comme ça, vous pouvez facilement, très facilement farmer du sang et vous n'êtes pas trop loin de tout. Nous, c'est ce qu'on fera avec la maison Exupéry, donc ma guilde roleplay, qui sert le Petit Prince. N'hésitez pas à la rejoindre, lien en description. Tout ça pour dire que nous, on se mettra en face de la station de test impériale. Au niveau, donc, il y aura une étendue de sable à traverser avec les verres. C'est pas très grave parce qu'on sera près donc des outposts. Je vous conseille si vous voulez monter en level, c'est simple, il faut faire des quêtes. Il n'y a pas de recette magique. Les quêtes rapportent énormément d'XP, énormément d'argent. Vous avez aussi les points d'intel. Et là, il faut faire attention parce que donc, dans les outposts, vous avez dans les camps ennemis, vous avez une dizaine de camps ennemis par zone. Et ces camps, quand vous les faites, vous avez évidemment des ennemis à tuer, récolter leur sang, très important. Vous avez du loot, des coffres, et vous avez des points d'intel, donc c'est des petites balises où ça vous donne de quoi progresser dans le leveling du jeu. Vous avez deux manières, vous avez deux types de level dans le jeu, le level de votre personnage et les points d'intel. Donc vous pouvez être level 50, et les points d'intel, ça vous permet de débloquer des choses, c'est les connaissances si vous voulez. Donc vous avez 50 points d'intel, vous en dépensez 10 pour apprendre le craft de la nouvelle épée, 20 pour apprendre le craft du nouveau bâtiment, de la nouvelle, par exemple, raffinerie à épices. Et donc les points d'intel c'est très important vu que c'est ce qui vous permet de progresser dans le jeu et de débloquer les armes, les armures, l'équipement lié à l'eau, les véhicules, les bâtiments, ça vous permet d'absolument tout débloquer. Donc les points d'intel c'est assez important, mais vous ne les avez qu'une fois par semaine dans les outposts. Donc après ça se reset. Mais du coup, ça veut dire que si vous faites un outpost, vous avez le point d'intel. Au début, c'est 3 points d'intel. Quand vous allez dans le Vermilius Gap, donc la vallée du Vermilius, qui est la deuxième zone du jeu, c'est 5 points d'intel. Ensuite, c'est soit 10, soit 20. Dans les zones late game, c'est 20 points d'intel. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de mutualiser, de coupler ces deux mécaniques, parce que ça sert à rien de faire tous les outposts pour avoir les points d'intel rapidement. Ça sert à rien. Ce que vous pouvez faire plutôt, c'est aller farmer du sang et en farmant du sang, faire les points d'intel. C'est-à-dire que vous aurez besoin d'eau dans le jeu de toute façon. Donc quand vous avez besoin d'eau, vous choisissez un camp, vous prenez votre équipement, vous allez tuer les mecs, récolter leur sang et vous en profitez pour faire le point d'intel. Comme ça, vous économisez du temps de trajet entre guillemets. C'est relativement pratique. Pour les bases, j'ai oublié de le dire, mais pensez grand. Pensez à l'extension, pensez au fait que vous allez ajouter des machines de plus en plus grosses, et donc ça peut être intéressant de tout de suite prévoir une base plus grosse que nécessaire, ne serait-ce de poser donc un gros carré pour avoir un rez-de-chaussée qui soit relativement grand, à mettre plusieurs coffres, surtout si vous jouez en groupe, si vous jouez en guilde, n'hésitez pas à mettre beaucoup de coffres, à gérer les permissions, et ça vous permettra donc d'éviter en permanence de voir tout, de construire petit et de rajouter les choses un peu au fur et à mesure tout le temps. Non, non, prévoyez de partir sur déjà des grandes bases. Vous faites l'extension maximale au rez-de-chaussée. Et quand vous voyez que vous êtes un peu à court, vous faites hop, un deuxième étage. Enfin, vous faites un premier étage, un deuxième niveau. Et à partir de là, vous pouvez mettre vos machines. Et ensuite, vous faites un troisième niveau. Ça dépend d'à quel point vous voulez rester longtemps dans la première zone du jeu. Nous, on avait fait une base sur 4 niveaux. On était resté très longtemps dans la première zone du jeu. Et c'est assez. On s'est bien amusé. Et surtout, on a réparti les étages
pour avoir des buts définis. Par exemple, on a mis les générateurs de ressources au quatrième étage comment, ça nous permettait d'avoir une salle remplie juste de générateurs de ressources et de citernes et de salles de stockage. Donc c'était une salle où on allait au final assez peu. On avait une salle dédiée à tout ce qui était établi, fabrication, construction, sachant que vous avez plusieurs établis de craft différents selon le stuff de survie, le stuff de combat, le stuff de véhicules, etc., etc., etc. Et on avait aussi donc les machines, donc les raffineries à épices, raffinerie de minerais, raffinerie chimique, etc. Raffinerie de sang, vous mettez du sang dans une machine, ça fait de l'eau purifiée, etc. etc. N'hésitez pas à prévoir une base en grand, comme ça ça sera plus pratique, comme quand vous faites du city builder en fait. Quand vous faites de l'urbanisme, prévoyez des choses en grand, comme ça vous aurez plus de latitude pour le faire, ça sera plus pratique. Faites attention également aux permissions. Si vous laissez votre base ouverte, un joueur peut rentrer et peut vous voler dans les coffres. Donc faites gaffe à ça. Gérer les permissions par rapport à vos amis. Nous, on a volé pas mal de gens au niveau des différentes bêtas et même au début du jeu, parce que c'est assez simple. On fait la tournée des bases qui se posent et on leur vole leur stuff. Donc maintenant, on va parler un peu du farm. Farm, vous pouvez faire un itinéraire de farm. Le farm se fait en rotation. 45 minutes pour les donjons, mais pour le reste des ressources, ça va beaucoup plus vite. 2-3 minutes, ça suffit. 2 minutes 30, on avait chronométré. Donc vous faites par rotation, c'est-à-dire que vous faites votre petit chemin, tac tac tac, une petite boucle, et vous farmez tranquillement. Le farm se fait lentement, surtout pour plus le jeu avance, plus le farm est lent. Certains véhicules, donc au début, c'est assez rapide de les faire. Maintenant, les véhicules late game, c'est très lent à faire. Je pense notamment à l'ornithoptère. Une fois que vous faites donc l'ornithoptère, vous avez, c'est quand même relativement rapide entre guillemets, mais la moissonneuse, le tank, l'ornithoptère lourd, l'ornithoptère moyen, c'est quand même des énormes quantités de farm. Faut pas hésiter à y aller lentement et c'est un marathon plus qu'un sprint ce jeu. Maintenant, l'idéal c'est quand même de ne pas jouer seul. Parce que quand vous jouez en groupe, vous pouvez mutualiser les ressources, vous pouvez vous répartir les tâches, vous pouvez éviter d'être en permanence dans la dèche parce qu'il y en a un qui gère l'eau, un qui gère l'équipement, un qui gère le farming de telle ressource. Et ça vous permet d'éviter de courir partout en permanence en étant dans une mécanique de il y a des milliers de petites fuites partout et je dois les réparer. Non, non. Vous pouvez être plus tranquille et vous répartir les tâches. Et surtout, vous pouvez mutualiser vos intels. Par exemple, vous dites à l'un de vos potes, ok, toi tu t'occupes des véhicules, donc tes points d'intel, tu les mets dans les véhicules, comme ça, on peut relativement vite débloquer les points d'intel des véhicules. Mais votre pote, il pourra faire donc tous les véhicules. Par contre, il aura probablement pas les intels pour faire le combat, les intels pour faire la survie Fremen, les intels pour. Et en fait, il faut répartir avec les joueurs parce que sinon, ça prend beaucoup de temps à farmer. Le farm est quand même amusant. Je vous conseille de prendre le buggy. Pourquoi le farm est amusant? Parce qu'ils ont inclus des mécaniques de groupe pour le farming, notamment le buggy. C'est très sympa de farmer, c'est pas chiant de farmer. Déjà parce que tu farmes avec le tie ray, donc le couteau de l'espèce de rayon laser, donc c'est relativement amusant. C'est pas juste pexer comme un débile comme sur World of Warcraft ou sur Tezo. Mais en plus, avec le buggy, le farm se fait à plusieurs. Typiquement à deux. Donc tu as un mec qui conduit et un mec qui est sur la tourelle de minage laser qui tire sur les minerais pour les ramener dans le coffre du buggy. Et ça c'est sympa parce que du coup vous pouvez discuter et en fait le farming est une occasion de discuter avec vos potes tout en faisant ça. C'est assez cool. Attention aux verts évidemment, attention aux factions. Ça pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait il y a des skins avec les factions. Quand vous faites les quêtes à trade, vous aurez à terme les skins à trade. C'est des quêtes sympas, ça vous permet de rentrer dans l'histoire, ça vous permet de faire des choses relativement cool, mais surtout ça vous permet de débloquer les skins de construction, les skins de véhicules et les skins d'armes et d'armure à trade. Maintenant, vous ne pouvez trahir les factions qu'une seule fois. Donc si jamais vous jouez à trade, vous avez tous les skins à trade et vous vous dites ah ça serait cool que j'ai les skins Harkonnen et vous trahissez les Atreides pour aller faire les quêtes Harkonnen pour avoir les skins Harkonnen, vous ne pourrez pas revenir chez les Atreides. La métrique se fait sur la trahison. Chaque faction ne peut être trahie qu'une seule fois. Donc si vous voulez jouer à trade, ce que je vous conseille de faire, c'est contre-intuitif, c'est d'abord de faire toutes les quêtes Harkonnen, d'acheter tous les skins Harkonnen, et ensuite d'aller trahir pour faire les Atreides et avoir les skins Atreides. C'est ce que je vous conseille. Maintenant, faites un peu comme vous voulez, sachant qu'il y aura une troisième faction qui va arriver, probablement soit contrebandier, soit Corino. Ça peut être relativement intéressant. Je vous conseille aussi de préparer vos expéditions, notamment en eau, en ressources et en essence. Parce que dès lors que vous partez un petit peu longtemps, notamment pour poser par exemple une deuxième base, poser une troisième base, il faut avoir de l'eau, sinon vous allez crever de soif. Il faut avoir de l'essence, il faut avoir des matériaux, du granit, du métal pour pouvoir poser la base et avoir un début de quoi commencer, que ce soit si vous êtes en extension ou si vous êtes en déménagement. Si vous avez une première base et que vous en posez une deuxième pour avoir deux bases, ou si vous déménagez votre première base vers la deuxième, c'est bien d'avoir la moto avec l'inventaire, d'avoir un buggy avec l'inventaire, etc., etc. Faites attention au sable mouvant.
Ça surprend toujours la première fois. Tous les joueurs que je connais se sont fait baiser leur première moto par les sables mouvants parce que tu arrives au nord de la vallée de Vermilius et tu commences à t'enfoncer, tu comprends pas. Et en fait, tu es dans des sables mouvants. Et si le ver arrive derrière, tu te fais bouffer, tu perds tout ton inventaire. N'oubliez pas, quand le ver vous bouffe, vous perdez tout votre inventaire, retour à l'âge de pierre. Prenez le temps. J'ai fait cette vidéo pour donner des conseils et des gros pièges à éviter. Je n'ai rien spoilé, je n'ai rien divulgaché. Prenez le temps, tranquillement, de jouer au jeu. Ne soyez pas une espèce de bande de criquets de la communauté des MMO qui joue 600 heures le premier mois pour ensuite se plaindre qu'il n'y a pas de contenu. Euh, jouez comme vous le sentez. Et si vous voulez rejoindre la communauté française, participer aux événements, participer aux tournois, rejoignez Dune Awakening France, le Discord, 1200 membres déjà, on va aller, les chiffres évoluent tellement vite que mes chiffres ne sont déjà plus bons. A très vite, c'était le maréchal Tamas, à la prochaine sur les sables.